Merci, Monsieur le Président. D'abord, toutes mes civilités à toutes et à tous. L'honneur me choisit de vous présenter ce sous-thème sur l'Afrique, Moyen-Orient, dynamique d'interdépendance et reconfiguration stratégique face aux crises régionales. Pour mieux cerner ce sous-thème, successivement, je vais aborder 5 points. J'ai la présentation de l'Afrique, l'interdépendance des dynamiques géoéconomiques et géopolitiques en Afrique, les effets systémiques des crises moyen-orientales en Afrique, le désenchantement diplomatique et la recomposition stratégique de l'Afrique, et enfin, en titre de conclusion, Afrique entre contraintes structurelles et opportunités géopolitiques. Pour le premier point qui est la présentation de l'Afrique, tout le monde en sait, c'est que l'Afrique est constituée de 55 pays, dont le dernier, le Soudan du Sud, en juin 2001, d'une superficie, la superficie totale de l'Afrique est de 30,37 millions de km², soit le deuxième continent le plus vaste. En matière de démographie, l'Afrique est constituée de 1,57 milliard d'habitants, soit le 19% de la population mondiale, dont 60% de la population africaine est trop jeune. Pour le PIB nominal, il est de 3 072 682 dollars américains, soit 2057 dollars américains par habitant, d'après le chiffre défini en 2005, avec un top 5 des États ayant des économies meilleures, tels que l'Afrique du Sud, l'Égypte, l'Algérie, le Nigeria et le Maroc. En outre, l'Afrique abrite d'importantes réserves de minéraux essentiels à la transition énergétique, d'après le CNESET, soit 30% des réserves minérales. Je peux citer entre autres 90% du courant platine, 80% du coltan, 70% du colbate, 70% du tantal, 47,65% de manganèse, 46% des réserves de diamants, 40% de l'or, sans occulter le graphite naturel, le cuivre, le nickel et le lithium. Concernant le pétrole et le gaz, d'après Forbes Afrique, c'est une édition de mars 2026, sur 7,5% des réserves mondiales prouvées de pétrole et de gaz se trouvent en Afrique. Et l'Afrique présentement fournit 8,5% du gaz naturel liquéfié mondial. D'après le rapport de State of American Energy 2026 Outlook, dévoilé lors de African Energy Week 2025 au Cap en Afrique du Sud, la production pétrolière et gazière africaine atteindrait les 11,4 millions de barils par jour en 2026. Par ailleurs, pour les terres rares et arables, il y a 64 gisements sont répertoriés avec un potentiel de plus d'1 milliard de tonnes de terres arables. Présentement, l'Afrique regorge 18% de ces terres rares. Concernant les terres arables, l'Afrique possède un quart des terres arables mondiales. À présent, 65% de ces terres non exploitées au monde, d'après le FAO et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, se trouvent en Afrique. En outre, enfin, autre point positif, nous avons la ZLECAf qui est créée en 2000, c'est la zone de libre-échange en Afrique, créée en 2000 et opérationnelle à partir de 2021. C'est la zone la plus grande zone de libre-échange au monde, et devenant le 8e bloc économique mondial, dont l'objectif est de créer un marché unique africain et faciliter le commerce intra-africain. Elle pourrait créer un marché de 3 400 milliards de dollars américains d'après les chiffres du CNESET. À côté de ces potentialités, quelques contrastes ne peuvent être perdus de vue. Nous avons la part de l'Afrique dans le commerce international qui est moins de 3% d'après la communauté économique africaine, et l'Afrique ne détient que 9% de la production agricole. Il y a aussi l'Afrique dépense 35 milliards de dollars américains par an dans les importations de denrées alimentaires. Et l'autre contraste, nous avons les dettes extérieures qui se chiffrent à 1850 milliards de dollars d'après la communauté économique africaine, dont le ratio dette PIB est de 66,7% selon le chiffre également du FMI. Donc ce qui nous amène à dire qu'il y a présentement 26 pays africains sont en situation de surendettement ou à haut risque. Donc ces surendettements constituent présentement un vrai boulot d'étranglement. Je saurais finir par la pauvreté qui est de 40% de la population. 43% de la population africaine vit sous le seuil de la pauvreté.
Maintenant, pour le point 2, qui est l'interdépendance des dynamiques géoéconomiques et géopolitiques en Afrique, par la diplomatie, l'histoire et le commerce, nous savons tous que les États sont interdépendants. Et ces États-là qui sont en diplomatie, des vrais acteurs majeurs des relations internationales. Sur ces points, je vais aborder 2 points qui sont l'interdépendance énergétique et commerciale et les influences politiques et sécuritaires. Interdépendance énergétique et commerciale. Nous avons l'interdépendance énergétique. Nous savons tous que présentement l'Afrique reste partiellement dépendante des importations énergétiques du Moyen-Orient, surtout par les gaz et le pétrole, les gaz naturels liquéfiés et le pétrole. Parce qu'en Afrique, il nous manque ce qu'on appelle la capacité de raffinage. La dépendance commerciale et logistique s'explique par les importations alimentaires et des engrais. Une grande partie de céréales est importée, c'est-à-dire le riz, le blé, surtout les engrais transitent par ces routes et les blocages ou les hausses des coûts logistiques traduisent par une inflation alimentaire. Nous avons les exportations africaines de matières premières telles que le pétrole nigérian, les minéraux sud-africains et les cacao ivoiriens qui s'exportent pour ravitailler le marché du Moyen-Orient. Enfin, nous avons le trafic aérien qui constitue un pont direct qui relie l'Afrique au Moyen-Orient et avec le transport des personnes, des marchandises et les cargos. En 6, comme interdépendance, nous avons les influences politiques et sécuritaires qui se révèlent à travers les héritages religieux et géopolitiques, le Moyen-Orient et le berceau des religions abrahamiques, qui sont le judaïsme, le christianisme et l'islam, dont son influence en Afrique a une profondeur historique, qui sont marquées par la traite négrière arabe, l'expansion de l'islam dès le 7e siècle, le métissage linguistique. Nous avons la transmission des savoirs, sans oublier l'apport des traditions chrétiennes orientales en Afrique, surtout en Éthiopie, et le soft power religieux des pays du Golfe. Autre influence, je peux citer, nous avons les risques de conflits par procuration, des proxy wars, et l'extension de l'extrémisme au Sahel et dans la corne de l'Afrique, surtout à travers la circulation des armes et des acteurs non étatiques qui pourraient engendrer un risque de contagion sécuritaire dans une zone déjà fragilisée. Donc, chaque acteur étatique, que ce soit l'Arabie Saoudite, l'Iran, l'Israël, les Émirats Arabes Unis, le Qatar, peut transformer l'Afrique en un prolongement périphérique du conflit. En grand 3, j'aborde ce qu'on appelle les effets systémiques des crises moyen-orientales en Afrique. Nous allons nous appesantir sur 3 points afin de dégager de manière non objective les effets de cette crise moyen-orientale sur les États africains et leur économie. Je vais citer entre autres le choc économique et l'inflation importée, les effets sociopolitiques internes et la marginalisation de l'Afrique. Effets économiques et inflation importée, c'est comme la première conséquence. Je peux citer la hausse des coûts énergétiques alimentaires, surtout avec la fermeture du détroit d'Ormuz, la flambée du Brent au-delà des $100 a renforcé la dépendance et provoqué des rationnements. En 2, chez la dépendance structurelle et les déficits budgétaires, le ralentissement des échanges et la raréfaction des flux financiers occasionnent des pressions sur les budgets étatiques et les subventions avec les risques de crise des balances des paiements. Deuxième conséquence, les effets sociopolitiques internes. Nous avons la fragilisation des États accentuée par les tensions sociales et l'insécurité alimentaire, caractérisée par les inégalités sociales accrues, les protestations et instabilités, et surtout le détournement des ressources. Autre effet sociopolitique, c'est les flux migratoires et l'exode qui constitue une menace directe en Afrique, notamment les crises humanitaires, les tensions régionales et communautaires, et surtout le retour forcé de la diaspora. Ce retour massif de la diaspora précarisée crée une pression sur le marché du travail africain. Troisième et dernière conséquence, je cite la marginalisation de l'Afrique, qui est multidimensionnelle, elle est politique, médiatique, économique et stratégique, et s'inscrit dans une logique de hiérarchisation des priorités globales. Elle s'explicite par le détournement de l'attention internationale vers le Moyen-Orient,
et en ce sens que l'Afrique présentement se retrouve reléguée au second plan parce que le conflit au Moyen-Orient risque d'éclipser encore davantage les crises en Afrique, réduisant la tension internationale et les efforts diplomatiques, ce qui s'observe maintenant. Puis se greffe la réduction de l'aide et la redirection du financement interprétée par une logique de déplacement des priorités des bailleurs internationaux, une redirection des investissements privés. Cette logique correspond à ce que l'on peut qualifier de grounding out géopolitique avec l'augmentation du budget militaire et sécuritaire au détriment de l'aide au développement. En quatrième partie, j'ai le désenchantement diplomatique et la recomposition stratégique de l'Afrique. Sur le plan continental, nous savons tous que dès le début du conflit Irak-Iran, l'Union africaine a appelé à la désescalade parce qu'on craignait une extension du conflit. Et je me permettrai de développer dans cette partie 3 points qui sont le désenchantement diplomatique, la transformation stratégique et la quête d'autonomie, ainsi que l'affirmation de l'Afrique sur la scène internationale. Le désenchantement diplomatique est motivé par une perte de confiance face aux logiques des puissances, la remise en cause du droit international et la violation des normes. Et enfin, nous avons l'affaiblissement des institutions internationales et du multilatéralisme. De nos jours, on sait que l'ONU apparaît marginalisée, pour ne pas dire qu'elle est en état d'hibernation. Nous avons la transformation stratégique et la quête d'autonomie ne peuvent être possibles que par une souveraineté économique, d'où la nécessité de transformer localement les ressources, que l'Afrique puisse raffiner son économie, son pétrole, à l'exemple de la raffinerie de Dangote inaugurée en 2023, d'une capacité de 650 millions de barils de pétrole par jour, dont le coût d'investissement s'évalue à 25 milliards de dollars américains. Nous avons l'ouverture vers de nouveaux acteurs tels que la Turquie, la Chine, l'Inde pour diversifier les partenariats stratégiques. Et en troisième position, je vais aborder l'intégration régionale et interafricaine qui constitue une réponse aux vulnérabilités en vue de développer le commerce intra-africain pour amortir les chocs économiques globaux. L'affirmation diplomatique de l'Afrique peut être marquée par des positions non alignées et de neutralité dans les crises internationales, un positionnement hérité de la période des guerres froides qui est une expression d'un refus de logique binaire en protégeant les intérêts stratégiques des États africains. Appel à réforme et les fondations du système national. Depuis une décennie, l'Afrique n'a cessé de dénoncer une justice historique parce qu'elle réclame 1 ou 2 sièges de membres permanents avec droit de voter, droit de veto au Conseil de sécurité. Également, l'affirmation de l'Afrique sur la scène internationale demeure tributaire à une diplomatie africaine proactive et multipolaire. Une telle diplomatie ne se limite pas à multiplier les partenaires. Elle consiste à imposer une lecture africaine des enjeux mondiaux, à transformer les vulnérabilités en levier de négociation et à bâtir une capacité collective de projection aux fins d'identifier les tendances globales telles que l'énergie, le climat, la sécurité, l'alimentaire ou les migrations. Enfin, comme conclusion, nous avons l'Afrique entre contraintes structurelles et opportunités géopolitiques. L'Afrique se situe bien évidemment dans une dynamique dialectique dont l'enjeu est de dépasser la posture des périphéries pour devenir un centre de gravité dans la gouvernance mondiale. Comme limite structurelle, nous avons évoqué si haut la transmission asymétrique des chocs marqués par la fragmentation politique du continent, la hausse du prix de l'énergie, du fret maritime et aérien, de l'alimentation, des engrais, ainsi que l'instabilité macroéconomique, sans occulter les dépendances au marché et financement extérieur qui impactent négativement le développement de l'Afrique avec une vulnérabilité sans précédent. En revanche, comme opportunité, nous avons la transmission de la diversification des partenariats, la transmission de matières premières et de ressources stratégiques qui doivent permettre de transformer les limites si haut élevées citées en des opportunités durables. À titre d'illustration, nous citons la diversification et la production locale de l'énergie,
cette crise peut accélérer les investissements africains dans les énergies renouvelables, telles que le solaire, l'hydro ou soit l'éolien, et dans l'exploitation locale du gaz naturel. Nous avons l'ouverture des corridors alternatifs, le renforcement de l'intégration régionale et enfin l'impulsion d'une diplomatie proactive parce que l'Afrique peut se positionner comme médiateur dans les tensions moyen-orientales et en renforçant son rôle dans les forums internationaux. Merci beaucoup. Donc sur le continent, le scénario le plus redouté est celui d'une extension régionale et son effet domino, car il provoquerait une crise énergétique et alimentaire mondiale, dont l'Afrique serait l'une des principales victimes. Je finis ma communication, Monsieur le Président, par cette note. L'Afrique ne s'éveillera à son destin que lorsqu'elle aura cessé d'être le jardin géologique du monde. Dixit Romain Gary dans les racines du monde. Ici, merci.